Donc, aspect énergétique. Énergétique. Les phénomènes électriques. Monsieur, ça frise, non, on a une bonne connexion, tout va bien. Ouais, mais ça, on aura toujours ce problème, malheureusement. Ah, non, c'est vrai que j'ai... C'est un signe quand c'est vraiment ça bloque, etc. Moi, je prends mon temps, je vais parler doucement. On va voir au fur et à mesure. Alors, au départ, je voulais juste parler de l'intensité du courant continu en première. Et en fait, ce que l'on va faire, c'est que je vais parler plus du point de vue du programme de seconde sur des généralités sur les circuits électriques. Et je vais développer à l'intérieur, par la suite, l'intensité en elle-même. Donc là, on va faire plutôt des rappels de secondes, qui sont normalement de secondes, sur les circuits électriques. Donc, petit 1, grand 1, pardon. Généralité. Sur les faut que j'arrive à vider le chat en fait. Je crois que ça va pas. 1, 2, 1, 2, on m'entend. Oui, c'est un nouveau chapitre. Option du chat. Ah la vache, ouais, ça bug grave. Là, normalement, ça devrait aller beaucoup mieux. Voilà. Là, on doit être bon. Ma bande passante, elle est pas mal. Une bonne connexion. Allez, on y arrive. Est-ce que ça va mieux là? Bonjour Quentin. J'ai essayé de libérer beaucoup d'espace là. Ah. Donc, je disais, les généralités sur les circuits électriques, ça c'est quelque chose que vous auriez dû faire en seconde. Et donc, là c'est vraiment toute la partie de seconde que je vais revoir avec, que je vais voir avec vous, vous l'avez pas fait. Donc en petit temps, on va avoir les deux types de circuits.
deux types de circuits électriques que l'on va rencontrer. Et déjà, on va voir la définition de ce qu'est un circuit électrique. D'accord? Donc, un circuit électrique, à la base, c'est une association de dipôles. Un circuit électrique est une association de dipôles. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un dipôle? C'est un composant donc, électronique qui contient une borne d'entrée et une borne de sortie. Un plus, un moins, si vous voulez. Et forcément, parmi ces dipôles, il y a forcément un générateur. Donc, un générateur qui délivre quoi? Du courant électrique. Qui délivre le courant électrique. Donc voilà, pour résumer, un circuit électrique, vous avez plein de composants, des dipôles, on appelle ça en général, qui sont reliés entre eux, et il y a forcément un générateur qui va délivrer justement une intensité électrique. Cette intensité électrique, qu'est-ce que c'est? On va le détailler un peu plus. C'est simplement un flux d'électrons. Ah, et voilà, problématique. Maxwell. Freeze. Oh, on va prendre notre temps, hein, mais ça va marcher. Alors, on va parler de deux termes importants dans les circuits électriques. Ça, je sais que vous n'avez pas vu au col. Oh là là, c'est un bug. Il faut que je baisse la webcam. J'ai baissé la qualité de la webcam, de façon à ce qu'il y ait un flux un peu moins important. Ça va comme ça? Donc, par contre, il va falloir que je fais Ctrl, EF, et en bas, vous pouvez savoir en dessous. Voilà. Ouais, donc je voulais prendre une meilleure qualité de webcam et puis trop d'informations. Ok. Alors, premier terme. Un terme important, c'est ce qu'on appelle une maille. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une maille dans un circuit? Ça correspond à une boucle fermée du circuit. Ça correspond à une boucle fermée dans un circuit. Première chose. Donc, c'est ce qu'on appelle la maille. Donc, vous avez un circuit, quand il est constitué que par un fil relié entre eux par des résistances dipôles, il n'y a qu'une maille. Mais quand vous avez des circuits avec des dérivations, vous pouvez obtenir plusieurs mailles dans un même circuit.
Ensuite, un autre terme, qu'on appelle le nœud. Un nœud. C'est un point de connexion. C'est un point de connexion dans un circuit entre au moins 3 dipôles. Dans un circuit entre au moins 3 dipôles. Et donc c'est là qu'on va pouvoir distinguer deux types de circuits, les circuits séries et les circuits en dérivation. On distingue. Alors là, ce que vous voyez, c'est une boîte. On distingue. Alors, on va voir ces deux types de circuits. D'abord, on va regarder les circuits en série. Les circuits série. Page de S. Et les circuits en dérivation. Est-ce que je peux effacer le texte en bas pour pouvoir faire mes schémas? Non, Enzo. Enzo, tu te bouges. Mathis, tu te bouges. C'est bien quand ça. Mais t'es jamais descendu dans mon estime, mon petit enfant. Pourquoi tu penses ça? Alors, on va déjà dessiner un circuit série. Forcément, un circuit série, il y a une seule maille. Il n'y a pas de nœud. Jamais de nœud, on ne peut jamais trouver un nœud dans un circuit série. Et dans un circuit en dérivation, il y a au moins deux mailles. D'accord? Et au moins deux nœuds. Et donc, ce que l'on peut dessiner, première représentation de circuit pour vous. Donc, ce qu'on peut avoir, c'est par exemple un générateur. Donc, un générateur, il y a plusieurs façons de le représenter, soit un cercle avec un jeune intérieur, on va placer une résistance, et pourquoi pas une lampe. Ça, c'est le circuit le plus simple que vous pouvez trouver en circuit série. Donc, générateur, résistance, lampe. Ça, c'est un circuit série, puisque on part d'un point et on retourne par ce point par un seul fil sans rencontrer aucun nœud. Donc, forcément, c'est un circuit série. Maintenant, un circuit en dérivation, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait rajouter une deuxième lampe en dérivation, par exemple. On a notre générateur, on met une première résistance, on reprend notre lampe. Donc on a le circuit de série de base sur lequel on va rajouter une autre lampe. Donc ici vous avez bien des nœuds. Là, c'est
fait un nœud. Pareil à ce point. Et vous avez combien de mailles dans ce circuit? Alors juste pour exemple, on va prendre un autre générateur. Comme exemple, on pourrait prendre, voilà, ça c'est aussi la représentation d'un générateur. C'est un autre type de générateur. Alors dans ce circuit en dérivation, il y a combien de mailles? Et non, Mathis, il n'y en a pas deux, il y en a plus. Ah, la connexion bug. Exactement, là. Il y en a trois. Il y a trois mailles dans le circuit. C'est vrai que vous les voyez pas tous. C'est vrai que c'est la maille principale qui est ici. Vous partez du plus et vous retournez vers le moins en suivant ce fil. Pas de problème. Il y a aussi cette maille entre les dents. Vous partez de ce point, vous tournez dans ce sens, ça fait une maille. Mais il y a aussi la maille générale qui prend de l'extérieur. C'est comme ça. D'accord? Donc vous avez bien trois mailles dans le circuit. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui est important parce que le nombre d'équations que vous allez pouvoir écrire à partir du circuit va dépendre également du nombre de mailles. Donc, quand vous avez trois mailles, vous pourrez écrire trois équations relatives aux tensions. On va voir comment on écrit ces équations par la suite. Alors que dans un circuit sphérique, comme il n'y a qu'une seule maille, il n'y a qu'une équation pour les tensions. Voilà, ça c'est ce que vous auriez dû voir en seconde pour la généralisation. Et ensuite, ce que je rajoutais en seconde, c'était toujours la définition basique de l'intensité et de la tension. En première, on va aller un peu plus loin sur la définition de l'intensité. D'accord? Donc c'est pour ça que là, je continue sur le cours de seconde classique. Donc, on va regarder en petit 2 la définition de l'intensité. Ou de l'intensité, on va commencer. Donc petit 2. L'intensité. Donc là, on le voit du niveau seconde. Un peu plus tard aujourd'hui, on montera un peu plus haut et on verra la définition au niveau premier. Donc l'intensité qu'on note ici, l'intensité I majuscule I du courant électrique est une grandeur qui va quantifier quelque chose. D'accord? Qui quantifie. Vous voyez, on retrouve ce terme quantique. Alors, qu'est-ce que ça qualifie? Qu'est-ce que ça représente une intensité électrique d'après? Je peux m'écrire quelque chose là-dessus. Qu'est-ce que c'est pour vous une intensité électrique? Personne? Alors, il faut imaginer, en fait, j'aime beaucoup faire le parallèle entre l'intensité... Ah, un peu comme une puissance. Ah oui, mais qu'est-ce que c'est qu'une puissance? Et tu ne peux pas dire que c'est une puissance. Parce qu'une puissance, à partir d'une intensité, tu vas avoir une puissance. Mais qu'est-ce que ça représente physiquement? J'aime bien faire le parallèle entre l'électricité et l'hydraulique, tout bêtement. Vous avez deux objets, d'accord? Un est vide d'eau, par exemple celui-là. L'autre est rempli d'eau et on les relie par un tuyau. Si j'élève celui-là, qu'est-ce qui se passe? L'eau va couler vers le bas. Et plus je l'élève, plus ça va couler vite. D'accord? Donc le débit de l'eau va être important. Alors c'est un peu la vitesse du courant. Ouais, c'est un petit peu un truc de ce style. Mais justement, c'est pas de l'eau qui circule dans un circuit électrique. Qu'est-ce que c'est?
quelle est la particule élémentaire qui va caractériser vraiment un courant électrique? Très bien, des électrons. Alors ça peut être des charges électriques plus généralement. Ça va dépendre en fait quel va être le matériau dans lequel vous êtes. Et ça c'est justement dans le programme de première qu'on va aborder un peu plus tard. Donc ça on verra un peu plus tard, les porteurs de charge vont différer en fonction du milieu matériel qu'on utilise. Donc on va considérer que ce sont des électrons pour le moment, et ça va très très bien. Donc ce sont des électrons qui bougent à une certaine vitesse. Et donc en fait, qu'est-ce que c'est qu'une intensité? C'est le nombre d'électrons qui vont traverser le dipôle en une seconde. Donc, quantifiant le nombre d'électrons, alors c'est là, il faudrait parler plutôt de... Voilà, je vais le mettre plutôt en termes de première. Le nombre de porteurs de charge parce qu'en porteur de charge, il y a aussi des ions. D'accord? Dans les solutions ioniques, il y a des ions. Et c'est pour ça que les solutions ioniques sont conductrices du courant électrique. Donc, de porteurs de charge, vous pouvez mettre entre parenthèses électrons, 3 petits points, il n'y a pas que ça. Donc, le nombre de porteurs de charge qui traversent un dipôle en une seconde. D'accord? I s'exprime en quoi? Ça, vous l'avez vu au collège. Quelle est l'unité de I? Ah, c'est R1. Ça, c'est la tension. Pareil, c'est bon. Bravo Quentin. Bravo, c'est ça en ampères. Donc c'est une très bonne chose que l'on reprenne ce cours. Le symbole A. Ok. Et justement, en 3, on voit la tension. La tension qu'on note U. Donc la tension, qu'est-ce que c'est? La tension est une grandeur caractérisant quoi? Ouais, c'est une tension sur 2. Alors, pourquoi est-ce qu'on a une tension électrique? Qu'est-ce que c'est qu'une tension électrique? Qu'est-ce que ça caractérise sur votre circuit? Quand vous avez une pile, là, vous dites j'ai une pile de 9 volts. Qu'est-ce que ça représente? C'est une idée. Les électrons sont en mouvement. Oui, je suis d'accord. Mais tu prends ta pile toute seule. Les électrons ne sont pas en mouvement, puisque ta pile, tu ne l'as pas branchée à un circuit, donc il ne va pas y avoir de débit d'électrons. Pourtant, tu sais qu'elle a une tension, elle va délivrer une tension de 9 volts. Donc, on va prendre l'exemple. Prenez l'eau. La quantité d'électricité qu'elle contient. Donc, tu voudrais dire le nombre d'électrons qu'elle contient. Parce que ça caractérise. Imaginons. J'ai un système. Tous les deux contiennent de l'eau, on va dire. Et ils sont au même niveau. Reliés par un tuyau. J'augmente le système. Je lui donne donc un certain potentiel, une hauteur. D'accord? Cette hauteur va faire qu'il y a un flux d'eau qui va aller de ce bocal à celui-là. Donc potentiellement, en changeant l'état de mon système de gauche par rapport à mon système de droite, pas pour vous inverser, alors j'ai créé un débit d'eau. Donc nous, exactement, ce que l'on veut, Quentin, c'est créer un débit d'électricité, un débit d'électrons. Donc pour ça,
il faut qu'on puisse avoir entre deux points du circuit, deux états qui soient différents. Comme on a deux hauteurs différentes pour pouvoir créer un débit. En électricité, ce ne sont pas des hauteurs que l'on va faire en différence, on a des tensions. Donc la tension, ça caractérise un état particulier. Donc ça va être un potentiel électrique, on appelle plutôt ça. Et donc la tension, elle va caractériser cette différence d'état que vous avez entre vos deux systèmes. Là, la différence d'état qui caractérise notre système et le flux d'eau que l'on va avoir, ça va être quoi? Est-ce que c'est la hauteur de celui-là ou la hauteur de celui-là? Une réponse. La différence de hauteur entre les deux. Très bien compris. Exactement. C'est la différence de hauteur entre les deux. Donc en fait, nous, la tension, ça va être une différence d'état électrique entre deux points du circuit. Donc la tension est une grandeur caractérisant une différence d'état électrique entre deux points d'un circuit. Deux points d'un circuit. Et c'est parce qu'on a une différence d'état électrique entre deux points d'un circuit, et bien qu'il va y avoir un courant qui va se créer, un courant électrique, alors que les électrons vont passer d'un état à un autre. L'unité de la tension, U, donc cette fois-ci vous pouvez vous tromper, s'exprime en volts. Là vous pouvez tout pour un seul. Voilà, vous avez des notions d'intensité, de circuit et de tension. La dernière chose qu'on voit en seconde, enfin c'est pas exactement la dernière, mais pour vous là c'est pas la dernière, après le reste sera un peu moins important, c'est quelles sont les lois qui régissent les circuits électriques. Donc là on reste toujours dans le programme de seconde, et donc on va regarder en grand 2. Les lois des circuits électriques. Oui. Bien, je sais quand ça a non, ça. Alors il y a deux lois que vous devez connaître. La première, la plus simple, la loi des nœuds. Petit 1, loi des nœuds. Donc c'est là qu'elle ne s'applique pas pour les circuits série, puisqu'il n'y a pas de nœud dans mon circuit série. On va simplement l'appliquer ça pour des circuits en dérivation. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la somme des intensités qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités qui en repartent. D'accord? On ne va pas écrire la phrase comme je le fais en seconde, on va avoir un peu de temps. On va simplement regarder un nœud dans un circuit. Donc un point d'un circuit. Et il y a des branches, là. Voilà. Il y a 5 fils qui arrivent sur ce nœud. Et il y a des intensités qui arrivent dessus, dedans. I1, on va avoir une intensité I2 qui arrive vers le nœud. Mais aussi, il y a I3 qui ressort, par exemple, qui part du nœud. I4 qui rentre. Et un 5 qui... Tout ce qui arrive dans le nœud doit en ressortir. On considère qu'il n'y a pas de perte énergétique dans un circuit électrique à l'arrivée d'un nœud.
Quelle est la relation que vous pouvez donc écrire sur les intensités, qui correspond justement au nombre d'électrons par unité de seconde? On peut dire que c'est un nombre d'électrons. Et on va voir pas exactement ça, c'est une variation de nombre d'électrons par unité de seconde. On verra un peu plus. Alors, quelle est la relation que vous pouvez donc écrire sur ce nœud? Tout ce qui rentre dans le nœud doit forcément en ressortir. Quelles sont les intensités qui rentrent dans le nœud? Intensité initiale. Si tu veux, on ne va pas parler intensité initiale finale, on va plutôt dire tout ce qui rentre, donc ce qui arrive dans le nœud, les flèches qui sont dirigées vers l'intérieur du nœud, on a 1, 2 et 4. Donc on peut dire que I1 plus I2 plus I4, c'est égal à tout ce qui ressort du nœud. Donc on va avoir I3 plus I5. Ça, c'est la version naïve pour le marquer. Il y a une autre façon aussi de le voir. On va compter positivement tout ce qui rentre et négativement tout ce qui sort. Oui. Donc ça, c'est niveau second, c'est comme ça qu'on l'écrit. Niveau première, ou même supérieur, on va plutôt les mettre sous cette forme. I1 plus I2 moins I3 plus I4 moins I5. C'est égal à quoi? J'ai écrit ça comme ça. Exactement. 0. Donc ça, c'est plus comme ça que j'aimerais que vous l'écriviez en première. Et après, il y a la loi générale, que l'on voit plutôt en supérieur, qui se résume là-dessus. C'est que la somme des I égale 0 à N des I est égal à 0. Et encore, on écrit plutôt même comme ça. 0 à N, 1 à N, à I, avec AI égale plus ou moins 1. Ah, ça c'est la version pro pour se la péter un petit peu. Alors, moi ce que je veux, c'est au moins que vous sachiez écrire sous cette forme. Ou même sur celle-là, ça revient exactement au même. Donc, choisissez la forme que vous préférez. Celle-là, c'est plus pour manipuler des grosses équations. Chose qu'on ne fera pas en ligne. On se contentera d'une forme de l'autre. Donc ça, c'est pour la loi des nœuds. Facile, c'est une loi sur les intensités. Donc, à chaque nœud, vous obtenez une équation. Donc, dans un circuit en dérivation, si vous avez deux nœuds, vous avez deux équations pour l'intensité. D'accord? C'est important de dénombrer le nombre d'équations que vous pouvez avoir dans un circuit. La deuxième loi, c'est non plus la loi des nœuds, mais la loi des mailles. Alors, dans une maille, ça par contre on va noter la phrase qui est très importante. Dans une maille, la somme des tensions est nulle. La somme des tensions est nulle. Donc on va dessiner un circuit. Alors je vais attendre que vous notiez tout, comme ça on va faire un tableau propre. Et on va faire ça sur un circuit un peu plus conséquent. Est-ce que vous avez noté déjà tout le circuit, tout la loi nulle? Ça va? Non. Je vais juste effacer le schéma. Comme ça, on va pouvoir dessiner le circuit qu'on va étudier pour étudier la loi des nombres. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un générateur. Ça arrive.
Elena, je te donne là. Ah, monsieur, j'ai pas bien compris la signification de la dernière ligne. Dans une celle-là, ou la somme, dans une maille, la somme des tensions est nulle. La phrase ou le symbole mathématique. Les symboles. En fait, ça, c'est simplement la façon réduite d'écrire sous cette forme. Ça, c'est le symbole de sommation. Je fais somme de toutes les intensités pour i allant de 1 à n. Imaginons que nous on a 5 intensités dans notre circuit. Donc pour i égale 1, tu vas faire A1, I1. I1 rentre dans le circuit, donc A1 sera compté plus 1. I2, pareil. Ensuite, tu passes à I égale 3. I3 est ici avec l'intensité sort du circuit. Donc A sera considéré moins 1, etc. etc. Et comme je te le répète, Elena, ça, c'est plus une notation pour le supérieur. Il n'y a pas besoin que vous sachiez ça en lycée. D'accord. Moi, c'est celle-là qu'il faut vraiment que vous compreniez, que vous maîtrisez pour le bac. D'accord. C'est vraiment le plus important. Je vous glisserai toujours des éléments de supérieur, mais je vous préciserai à chaque fois si vous en avez besoin ou pas en terminale, ou même en première. Et si je vous interrogerai dessus, je ne vous interrogerai pas sur des éléments de supérieur, bien entendu. Mais ça vous permet d'entrevoir les choses pour ceux qui vont continuer par la suite. Alors, je reprends mon circuit. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? On a un générateur, on a une résistance, je vais prendre une résistance ici. Donc là, c'est une partie sphérique. Et en parallèle, je vais mettre ça ici. Je vais mettre une diode. Donc ça, c'est le symbole d'une diode électroluminescente. Voilà mon circuit. Donc, j'ai un circuit en dérivation avec deux nœuds. Mon générateur, alors on va considérer que l'intensité, du point de vue purement physique, l'intensité c'est un débit d'électrons. D'accord? Les électrons ont une charge négative. Donc, comment est-ce qu'on devrait dessiner la flèche de l'intensité? Du plus vers le moins ou du moins vers le plus? Alors, c'est comme ça qu'on va le dessiner, mais ce n'est pas la logique. Puisque les électrons sont négatifs, ils sont attirés par quelle borne? Exactement. Les charges opposées s'attirent. Donc, théoriquement, les moins qui sont ici vont devoir aller vers le plus. Et les électrons parcourent vraiment ce sens. D'accord? Mais par contre, par convention, l'intensité, on la dirige toujours du plus vers le moins. Ça, c'est bon. D'accord? Donc, au sens contraire du parcours des électrons. Et ça, c'est une question qui peut tomber au bac. Ça, I, c'est le sens du courant électrique, conventionné. Est-ce qu'il correspond au sens de parcours des électrons? Non, c'est le sens contraire. Les électrons, eux, vont du moins vers le plus. Alors, ensuite, il y a quelques conventions à prendre. Convention. Je crois qu'il y en a deux. Quand on a un générateur favorise l'établissement du courant. C'est lui qui génère le flux d'électrons. Et donc, on va lui dessiner une flèche de tension qui va engendrer la flèche d'intensité. Donc, pour un générateur, U et U sont dans le même sens. Alors attention, comment on représente cette flèche? On ne les met pas sur le circuit, mais à côté. C'est-à-dire, voilà, là, on a l'intensité débitée, la tension débitée par le générateur, UG, qui va dans le même sens que le circuit. Et ensuite, quand on a des récepteurs, par contre,
Donc, c'est tous les dipôles qui ne sont pas des générateurs pour un récepteur U et U sont dans des sens opposés, en sens opposé. Ah, on va pas l'appeler générateur. On va pas le pousser. D'accord? Donc là, j'ai ma flèche de tension pour mon générateur. Et tous les autres, ce sont des récepteurs. C'est eux qui reçoivent un débit d'électrons de façon à faire ensuite fonctionner un élément, une résistance, une LED. Comme ce sont des récepteurs, la flèche de tension, eux, elle va être opposée au courant électrique. Donc là, on va avoir 1. Qu'est-ce qui se passe ensuite à ce nœud? On va avoir un I1 qui va aller dans ce sens, un I2 qui va aller par là. On peut inverser, pour trouver les notations. Là, on va avoir U2 par exemple, et ici, on a encore une flèche, on va appeler ça ULED. Puisque ça c'est une LED. Et voilà, on va flécher notre circuit. C'est ça qu'on apprend en seconde, c'est vraiment flécher les circuits et retrouver ensuite les équations qui sont liées à ce circuit. Donc, d'après la loi des mailles, on peut déjà faire la loi des mailles. Vous avez, je vous rappelle, combien de mailles dans ce circuit? 3. 3 mailles, 3 équations. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est numéroter les mailles et leur donner un sens de parcours. La maille 1, la maille 2, là on va appeler ça la maille 3. D'accord? Alors vous pouvez partir de ce point d'où vous voulez, mais vous parcourez votre maille. Donc moi je vais partir de ce point, donc je vais avoir UG. Là on est dans la maille. On a UG, dans le même sens de parcours de ma maille. Ensuite, j'ai U1, mais quand je parcours ma maille dans ce sens, ce sera moins U2. C'est égal à 0. Et pareil, pour U2, ce sera moins U2. C'est égal à 0. Voilà pour l'équation de ma première maille. Deuxième maille, c'est celle de partir de ce point. Et pour revenir, je vais avoir quoi? U2 moins ULED égale à 0. Et enfin, j'ai une troisième équation, troisième maille. Et là, je pars de mon point ici. Je vais avoir un générateur dans ce sens, moins 1, moins ULED, c'est égal à 0. Parce que je reviens à mon point. Alors, vous voyez, c'est sûr, vous savez que U2 et ULED vont être identiques. Et donc, ça revient exactement au même d'avoir la première et la troisième équation. D'accord? C'est vrai qu'il y a des équations qui vont être redondantes. Voilà pour la loi des mailles. Et si on devait marquer la loi des nœuds, on aurait juste I c'est égal à 1 plus I2. Parce que 2, ça c'est. Là, c'est pas le plus. Voilà. Là, vous connaissez tout sur les bases d'électricité que vous deviez avoir en seconde. Pratiquement. Et donc, je vais pouvoir maintenant aborder vraiment le programme de première. Est-ce que vous avez des questions? Apparemment, ça va. Et en plus, la connexion est bonne. Et jusqu'à 10, on a perdu total. Salut Chaos, tu as une seule connexion. Bon. Donc là, maintenant, ça y est, on va. Tout ce qu'on a fait là, c'était votre programme de seconde. Alors c'est vrai, j'aurais dû faire des exos de programme de seconde, etc. Mais vous allez voir, c'est pas tellement complexe au final.
Et donc, on va aborder en grand 3 le programme de première, et où normalement je commençais directement par l'intensité du courant continu. Du coup, j'ai fait ça c'est une LED, c'est le symbole d'une LED, tout bête. C'est comme ça qu'on la représente. J'aurais très bien pu mettre un autre composant électrique. Est-ce que je peux y effacer? Pas de convention. La loi des mailles, je peux. Toute la partie gauche, je peux. Ce qui serait bien comme ça, après je séparer mon tableau en deux en fait. Donc je peux supprimer la partie gauche. Alors au début, ok. Là. Et donc, là, ça va être le grand temps du programme de première, ce sera notre grand 3. On va aller un peu plus en détail sur l'intensité du courant continu. L'intensité du courant. Et j'insiste, c'est un courant qui est continu. Ça, normalement, vous avez vu au collège, il y a deux types de courants, le courant continu et le courant alternatif. Nous, on va simplement étudier pour le moment le courant qui est continu, qui débite une intensité constante. D'accord, ça c'est important. Alors, je reviens justement, on revient sur le porteur de charge. Petit 1, des porteurs de charge. Donc plusieurs types de porteurs de charge que l'on peut avoir. Les conducteurs contiennent des porteurs de charge. Les conducteurs contiennent des porteurs de charge libres de se déplacer. Les porteurs de charge libres de se déplacer ou de se mouvoir. Dans les métaux, ces porteurs de charge, ce sont des électrons libres. Dans les solutions, ça va être les ions. Et on va voir que ça va être ultra important l'an prochain de comprendre les porteurs de charge ioniques, parce qu'on va pouvoir faire de la conductimétrie. Donc mesurer la capacité qu'une solution a à conduire le courant électrique. Et en fait, on va voir qu'on va pouvoir faire également des dosages, des titrages, pour déterminer la concentration d'une solution en une espèce donnée, à l'aide de sa capacité à conduire le courant électrique. C'est des super TP à faire, qui sont dans le programme de terminale. Donc il faut aussi, on va faire ce lien entre physique et chimie de plus en plus important. Donc voilà pour les deux types de porteurs de charge. Il y en a d'autres, mais nous ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, ce sont les électrons dans les métaux, les ions dans les solutions. Le déplacement, alors j'ai mis deux ou le déplacement de ces porteurs de charge
et le déplacement un courant électrique. Donc c'est parce que les porteurs de charge se déplacent que l'on a une intensité. Si les porteurs de charge ne se déplaçaient pas, il n'y aurait pas d'intensité. Repensez à notre deux bacs qui sont tous les deux au même niveau, il n'y a pas d'eau qui va s'écouler de l'un à l'autre. Pour que l'eau puisse s'écouler, il faut vraiment qu'il y ait une différence d'état entre eux. Donc, pour avoir un flux. Conventionnellement, donc créer un courant électrique, conventionnellement, orienter de la borne plus vers la borne moins. Ce qui n'est pas le sens de parcours des électrons qui, eux, vont du moins vers le plus. Mais c'est juste une convention. D'accord ? Il n'y a rien de dramatique à changer cette convention. Alors, on va voir justement comment est-ce qu'on va pouvoir quantifier cette intensité. Quand vous placez un ampèremètre au sein d'un circuit, alors oui, je vous rappelle, un ampèremètre, on l'utilise en série ou en dérivation. C'est en logique. En série, exactement. Puisque, en fait, on mesure un flux. Il faut penser que un flux, c'est-à-dire le nombre d'électrons qui défilent, c'est comme si, comment vous pourriez mesurer la vitesse à laquelle l'eau s'écoule entre deux niveaux, vous metteriez un petit moulin. D'accord ? Notre ampèremètre, c'est le moulin. Par contre, pour mesurer la différence d'état, donc de hauteur entre les deux éléments, vous allez prendre une règle sur le côté, vous allez mesurer la hauteur de la première, une règle sur le deuxième, et la différence des deux vous donne la différence de hauteur. Pour une tension, c'est pareil, c'est une différence d'état, donc on va reprendre en dérivation, on va entourer le dipôle qui nous intéresse. Donc un voltmètre en dérivation, un ampèremètre en série. Donc qu'est-ce qu'on a dit ? C'est que petit 2, l'intensité électrique. Alors, l'intensité correspond au débit des charges traversant une surface S, traversant une surface S par unité de temps. Donc pour schématiser, vous avez un fil électrique qui a une certaine surface. D'accord. Une surface S. Et puis vous avez des électrons. Donc vous faites plein de petits points. Et ces électrons, ils se déplacent comme ça. Voilà. Donc ça c'est le schéma typique d'un fil. Et on a dit, j'aurais pas dû mettre des électrons, pardon, parce que c'est des porteurs de charge. On va les mettre plus partout. Excusez-moi. Là, on généralise à tous les porteurs de charge. On reste comme ça.
sera tout simple. Alors, sur cette surface, il y a un certain nombre d'électrons qui arrivent sur la surface, un certain nombre d'électrons qui en ressortent. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui ou non? Ok. Maintenant, c'est sûr que si j'ai juste un fil, bête, il y a autant d'électrons qui arrivent sur cette surface qui en ressortent. Je vais prendre le modèle de l'autoroute. Vous êtes sur une autoroute. Si toutes les voitures roulent à la même vitesse sur l'autoroute, file quoi. Il y a autant de voitures qui arrivent sur une surface donnée qui en ressortent. Qu'est-ce qui pourrait changer cette variation? C'est-à-dire que d'un coup, il y a plus de voitures qui s'accumulent d'un côté et moins qui en ressortent. Ça pourrait changer la vitesse d'écoulement du nombre de voitures. Exactement, Roxane. Le péage. Quand on arrive sur un péage, si le trafic est chargé, qu'est-ce qui se passe? Les voitures s'accumulent au niveau du péage, et après, par contre, à la sortie du péage, là, ça se fluidifie, c'est beaucoup plus fluide. Et donc, on a bien une différence entre le nombre de voitures qui sortent et le nombre de voitures qui rentrent. Du point de vue électrique, on pourrait assimiler ça à quoi? À une résistance. C'est quoi le but d'une résistance? Elle empêche l'établissement du courant électrique. Donc la résistance, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va accumuler des électrons et puis elle va les laisser passer un par un de l'autre côté. Donc on va bien avoir une différence d'état électrique. L'accident marche aussi, bien entendu. Voilà, il faut quelque chose qui bloque. Exactement, alors quand même, Clémentine, vous avez raison. Quand quelqu'un freine, provoque l'accident en général. D'accord? Et donc, c'est cette variation de charge, cette variation de voiture par unité de temps, qui va faire que on a un certain débit de voiture à un moment donné. Et bien pour nos électrons, pour nos porteurs de charge, c'est la même chose. Ce que l'on va dire, c'est que l'intensité I, ça va être la variation de charge, donc delta Q, combien j'ai de charge après, combien j'ai de charge avant, divisé par le temps sur lequel on fait notre étude. Alors je vais le noter, je vais le renoter là-haut. Ah, je suis bête. Je vais le faire. En fait, j'ai perdu l'habitude. L'intensité qui correspond au débit. Correspond au débit des porteurs de charge transversant une surface S mais par unité de temps. Voilà. Donc, ce qu'on va écrire, c'est que I est égal à la variation de charge sur la variation de temps. Équation fondamentale. Encore une fois, vous voyez, quand on parle de vitesse en mécanique, c'était une... pardon. Du coup, à quoi ça sert de mettre une résistance? Oui, de réguler le courant électrique. Exactement. C'est ça. Donc, quand on parlait de vitesse, on disait que c'était une variation de position par unité de temps. Donc, une vitesse, c'était delta M, OM si vous voulez, ou delta X sur delta T. Ici, une intensité, c'est une variation de charge par rapport au temps. Et en fait, ce que vous allez voir en terminale, c'est que dès qu'on parle de variation, mathématiquement, pour les représenter, on va utiliser la notion de dérivation. Une variation, mathématiquement, ça se représente par une dérivation, une dérivée. Vous avez fait les dérivés en maths en première. Normalement, vous allez commencer à entrevoir un peu les dérivés, et vous allez voir que c'est un outil qui est essentiel en physique. Le calcul dérivatif, c'est ultra important. Et pour le moment, on verra par la suite que ça représente une dérivée. La vitesse est une dérivée. L'intensité est une dérivée d'une grandeur. C'est en fait la dérivée de la charge par rapport au temps. Donc si
vous avez une expression du nombre de charges qui est débitée en fonction du temps. En calculant en dérivé, vous allez pouvoir prédire quelle va être la forme de votre intensité, la forme du signal de votre intensité. Voilà, tout ça, ça va être le lien entre les mathématiques et la physique. On va avoir besoin d'un projet. Alors, delta Q. Ainsi, bien entendu, c'est l'intensité en ampères. Intensité en ampères. Ça ne change pas. Delta Q, c'est la charge électrique, la variation de charge électrique en coulomb. Delta T, c'est la durée du phénomène. Durée d'étude. Donc c'est en secondes. Voilà pour. Alors, je vous ai parlé du dipôle en mode générateur, en mode récepteur. On le revoit en première sur les conventions d'orientation du courant dans un dipôle. Donc, on va faire quelques schémas encore. Déjà, est-ce que vous avez des questions sur cette notion d'intensité? Est-ce que c'est compris que ça correspond à une variation de charge par unité de temps? Non. Alors, qu'est-ce qui n'est pas clair? Variation de charge, c'est comme si tu avais ton nombre, pense à l'autoroute, c'est au péage, tu as un certain nombre de voitures qui arrivent au péage, et tu as un certain nombre qui ressortent en une seconde. D'accord? Donc en fait, ce que tu vas dire, tu vas regarder, je ne sais pas, sur un intervalle de temps donné, tu vas dire sur 10 secondes, j'ai combien de voitures qui partent du péage, j'en ai combien qui arrivent sur le péage. Ça me donne une variation de nombre de voitures. Et je le divise par le temps, et ça correspond à mon intensité de courant de voiture, à mon débit de voiture. Pour l'intensité, on va prendre sur des électrons, c'est à un moment donné, combien d'électrons arrivent sur cette surface, combien en ressortent, la différence entre les deux, c'est ce qui caractérise l'intensité. D'accord. Alors on continue. Petit 3. Convention d'orientation du courant dans les dipôles. Les conventions de l'orientation dans. Alors, les générateurs, c'est ce qu'on appelle le dipôle actif. Donc, on a les générateurs. Et on a les récepteurs. Un générateur, c'est ce qu'on appelle un dipôle actif. Un générateur, en général, c'est un dipôle. Et donc, un générateur, c'est représenté sous cette forme, on peut l'avoir en plus-moins, par exemple. La flèche de tension va toujours du plus vers le moins, et la flèche d'intensité sera orientée aussi. Moins vers le plus. Ça, c'est pour un dipôle actif. U. Et I sont
dans le même sens. Alors, pour un dipôle passif, on présente comme ça, encore une fois. On va avoir une flèche de tension qui va être opposée à l'établissement du front. On va avoir U dans ce sens, U dans ce sens. U et U. Ah. U et U sont en sens opposé. Donc ça, c'était vraiment tout ce qui résumait l'intensité. La nouveauté dans le programme de première par rapport au programme de seconde, donc c'est la définition de l'intensité comme étant une variation de charge divisée par une variation temporelle, donc c'est le nombre de charges par unité de temps. Alors, ce que l'on va regarder, justement, on va un peu plus étudier les générateurs. Un générateur qui est idéal devrait toujours débiter la même intensité. En fait, débiter toujours la même tension en fonction de l'intensité. C'est ça qu'on fait normalement au programme de seconde également. On étudie les différents composants électroniques en étudiant leurs courbes qui représentent la tension en fonction de l'intensité ou de l'intensité en fonction de la tension. Un générateur de tension, une pile, quand on dit qu'elle a 5 volts, elle va toujours devoir limiter 5 volts. Sauf que, au bout d'un moment, une pile, ça se vide. Donc il y a bien un moment où il y a plus de tension qui pourra être délivrée. Et donc, on va faire le lien, la différence, on va essayer d'établir la différence entre un générateur idéal, qui débitera pour la même chose, et ça se fait, on va essayer de vous expliquer comment, et un générateur réel. Un générateur réel, c'est-à-dire une pile. Et on va voir en fait que plus l'intensité débitée augmente, plus la tension qui va être délivrée par la pile va faire quoi, d'après vous? Je demande à la pile de débiter plein d'électrons. Ça va faire sa tension. Ah oui. Au contraire, elle va diminuer. Parce qu'elle va avoir moins de capacité à pouvoir générer les électrons. En fait, on va le voir. On va expliquer comme ça. On va déjà regarder le générateur idéal. Donc en grand, maintenant on est tout au grand 2. Normalement c'est votre grand 2 de première. Donc ça va être 1, 2, 3, grand 4. On va étudier les générateurs de tension. Et on va donc voir que deux types de générateurs de tension. Le premier, le générateur idéal. Et le deuxième sera un générateur réel. Alors on va déjà définir ce que c'est qu'une source idéale de tension. Une source idéale
de tension délivre une tension. Alors on la note en général E. On va vous expliquer pourquoi. C'est ce qu'on appelle la force électromotrice. E, virgule la force électromotrice de votre générateur. Électromotrice. On note aussi M. Donc vous avez une source idéale de tension si la valeur de E reste constante indépendamment de l'intensité qui traverse la source. Donc, il ne dépend pas de l'intensité qui la traverse. Si on fait une représentation graphique, donc pour étudier la caractéristique tension-intensité de votre générateur idéal, on va tracer la tension U en volts en fonction de l'intensité U en ampères. Si vous avez une tension qui est toujours la même, quelle que soit l'intensité qui traverse le générateur, vous avez une droite constante. C'est-à-dire que U est égal à E. La tension générée est toujours égale à E. Avec un S général. Générateur de tension. Oui. C'est le titre. Ah oui, c'est vrai qu'on voit mal. Ouais. Grand 4, générateur d'un S de tension. Je n'ose pas trop toucher la focale, sinon ça va pas le faire en vrai. Mais c'est bon, c'est noté? Je vais plus en monter un quand même. Je vais essayer de vous montrer. Oui, oui, ça va du diogène en plus. Donc, ça c'est pour le générateur idéal. Donc, comment on représente un générateur idéal dans sa caractéristique tension-intensité? Une droite horizontale. Puisque la tension générée par le générateur de tension idéale va toujours être la même. Et comment on la représente? C'est simplement un cercle, d'accord? Et on dit qu'il va débiter un courant, une intensité I avec une tension. Ouais, c'est bon. Et ça, c'est pour le générateur de tension idéal. Et ensuite, on va regarder le générateur de tension réel. Générateur réel. Alors, une source réelle,
avez livré des livres, une tension qui dépend de l'intensité. Des livres, une tension qui dépend de l'intensité. Qui la trace. Donc en fait, comment on la modélise, puisque ça dépend de l'intensité, est-ce que vous vous souvenez de la loi à gauche de la ligne rouge, c'est marqué quoi comme si E? Oui. E, justement, la force électromotrice de la clé, la tension qui va être délivrée de façon constante. Alors, est-ce que vous avez vu au collège la loi qui relie la tension avec l'intensité d'un conducteur ohmique? Ça me rappelle quelque chose. La loi d'Ohm, ça vous parle ou pas? Pas du tout. D'accord. Alors, je vais faire un rappel. D'accord. Donc, pour pouvoir étudier le générateur réel, je vais vite ça. Super. C'est pas grave, hein, on est là pour ça. Donc, avant de dire, on va le marquer là. On la modélise. On l'a, c'est la source, hein. On la modélise par un générateur idéal, par un générateur idéal, ce qu'on a vu juste avant, associé en série à une résistance interne, à une résistance interne petit r, qui aura une faible valeur. Donc en fait, cette résistance, elle va empêcher l'établissement du courant électrique. Alors, donc là, j'ai besoin de vous faire un rappel, qui n'en est pas un apparemment. Rappel, loi d'Ohm. Quand vous avez une résistance, c'est une certaine valeur R, si une certaine intensité rentre dans la résistance, alors vous allez avoir une tension U qui va s'établir. Et U est égal à la valeur de la résistance multipliée par I. Cette loi n'est valable que pour des conducteurs ohmiques. D'accord? Valable uniquement pour les conducteurs dits ohmiques. Donc U c'est la tension en volts, I c'est l'intensité en ampères, et R c'est la résistance en ohm, le symbole oméga majuscule grec. Alors, justement, voilà, ça c'est le rappel. Normalement, on doit voir ça au collège. Et pour pouvoir étudier
mon générateur réel, je vais avoir besoin de cette fois d'eau pour pouvoir revenir à la définition. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Notre générateur réel, on va le schématiser. D'un point de vue schématique, on la modélise par un générateur idéal associé en série à une résistance interne. Donc, un générateur idéal, c'est un truc qu'on a vu comme ça tout à l'heure. Intensité I, flèche de tension comme ça, générateur, c'est E. Auquel on associe en série une petite résistance interne de valeur petit r. Loi d'Ohm. Oui, OHM, Ohm. Alors, comme j'ai un circuit en série, moi ce qui m'intéresse, c'est de trouver quelle est la tension. Donc tout ça, c'est mon générateur réel. Il y a une intensité I qui est débitée par cet générateur réel. Donc, comment est-ce que je dois orienter la flèche de tension totale sur mon générateur réel? De la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche? Un conducteur ohmique et le schéma à droite. Le conducteur ohmique, c'est ça. D'accord? C'est une résistance. Alors, comment est-ce que j'oriente la flèche de tension totale sur mon générateur réel? De la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche? Alors, bonne réponse. Comment dois-je représenter la flèche de tension qui caractérise tout mon générateur réel? De la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche? Exactement. Erwan a raison. Gauche vers droite. Toujours. Ok, Clément. Puisque c'est un générateur, il doit aller dans le même sens que l'intensité. Ma flèche de tension qui recouvre tout mon générateur réel, je ne peux plus, à un sens. Par contre, j'ai décomposé ce générateur réel en un générateur idéal associé en série à une résistance interne, vers petit r. Et donc la résistance interne, elle empêche l'établissement du courant, donc elle aussi est caractérisée par une certaine tension. Comment est-ce que je dessine sa flèche de tension? De gauche à droite ou de droite à gauche? Exactement, de droite à gauche. Donc là, j'ai une flèche de tension que je vais appeler UR. Pour la tension simplement associée à la résistance. Okay. Alors admettons que je mets un fil comme ça. C'est une maille. J'ai un circuit série, je peux fermer mon circuit. Ça ne fait pas de relier directement le générateur à sa borne, son mètre de circuit de courant d'autres dipôles. Simplement, c'est pour l'étudier. Là, si je relie de là à là, j'ai bien une maille. Si j'utilise la loi des mailles, quelle est la relation que je peux écrire? Même pas en fait. J'ai U. Alors,
La flèche de U va de la gauche vers la droite. La flèche de E va de la gauche vers la droite, donc j'ai E. Et c'est plus ou c'est moins? Plus UR ou moins UR? Exactement. Moins, puisque le sens de la flèche UR est opposé au sens de la flèche de U. Or, R est une résistance, donc un conducteur ohmique. Donc je peux dire que j'ai U qui est égal à E moins petit r multiplié par I. Voilà, la tension qui est caractérisée par un générateur réel. Il délivre une tension de base, par exemple de 9 volts, mais au fur et à mesure, plus l'intensité qu'il va devoir débiter va être importante, plus la tension qu'il va pouvoir vraiment délivrer ne va pas être égale à ces 9 volts. Donc, en fonction de ce que vous associez à côté, si vous mettez beaucoup d'éléments, par exemple une ville de 9 volts, et puis vous mettez, je sais pas, 12 lampes, 9 lampes qui veulent toujours, qui ont besoin de 1 volt pour fonctionner, ça va fonctionner. Mais au fur et à mesure, il va y avoir si vous rajoutez encore une lampe, là, les lampes vont commencer à s'éclairer un peu. Ça, on va discuter un peu plus précisément. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la représentation graphique de la caractéristique tension-courant de ce générateur. Pour faire ça, en fait, je veux tracer l'évolution de U en volts en fonction de U en ampères. Comment je représente cette équation d'un point de vue graphique? Donc, U en fonction de I, ça correspondra à quoi? Et c'est là le lien avec les. On t'a perdu? Alors, explique, on t'a perdu comment? Je vais avec 2 secondes à faire. Alors, expliquez, dites-moi, vous êtes perdu, et je peux pas deviner tout seul, hein. Une droite passe. Alors, c'est ça. Je dois t'engueuler. Une droite passant par l'origine. Alors, la question. Quelle est la représentation graphique de U en ordonnée et I en abscisse de cette équation? C'est ça propose une droite qui passe par l'origine. C'est vrai qu'on a tellement bossé par les droites que ça devrait être ça. Mais non, c'est pas ça. Réfléchissez. Une droite qui passe par l'origine, ça veut dire que quand la tension est nulle, l'intensité est nulle. C'est pas le cas. C'est la représentation graphique de cette équation. Du coup, une droite ne passe pas par l'origine. Je suis d'accord. Et là, encore mieux, une droite décroissante. C'est une droite décroissante qui ne passe pas par l'origine. Puisque quand I est égal à 0, U est égal à E. Donc l'ordonnée à l'origine, là on a notre E. Et ensuite, quand I augmente, on supprime, on enlève à la valeur de E le coefficient RI. Donc vous avez une droite décroissante, d'ordonnée à l'origine E,
de coefficient directeur, moins R. Donc une droite. D'accord. Et vous avez bien la représentation de U égale E moins R. Et il y a un point particulier, c'est ce point-là, qu'on appelle le courant de court-circuit, ICC. Ce courant de court-circuit fait quand la tension aux bornes de votre générateur devient nulle. Donc, vous n'avez plus rien. Couper le circuit. D'accord? Voilà. Et ça, maintenant, il va falloir commencer à savoir représenter, à faire le lien entre une équation et un graphique. Ça, je vais vous demander de le faire de plus en plus souvent l'an prochain. Quel est le graphique qui peut interpréter cette équation? Ou vous avez une équation, comment vous pouvez l'interpréter graphiquement? Vous allez marquer U, je peux marquer en blanc. Voilà, c'est pareil que ça. U égale E moins R. D'accord. Donc c'est une droite d'ordonnée à origine E, de coefficient directeur, moins R. Alors on ne va pas continuer le cours, parce que sinon je n'aurai pas le temps, mais on va faire un exercice que je donne aux secondes. D'accord, juste pour que l'application en fait des lois. Donc le cours on continuera mercredi matin. Mercredi, là-bas. Donc exercice d'application. Alors je vous dessine un schéma. On a un générateur, moins, une résistance, R1, R2, R3, et on a le point de circuit, ça c'est le point A, B, C, D, E. Voilà ce que je trouve. Voilà. Entendu. Là, on a. Alors, les valeurs que je vous donne. E est égal à 5 volts. I est égal à 6,9 milliampères. C'est déjà c'est par 2 R1. R1 est égal à 470 ohms. Et R2 est égal à 470 ohms aussi. Calculer la valeur de R. En bas, il dit quoi à côté de I? ICC, courant de court-circuit. Bien. Voilà, alors on a ce circuit électrique. Et le but, c'est de calculer quelle est la valeur de la résistance R, de façon à ce que la tension, dans un générateur de tension idéale de 5 volts, et dans ce circuit, ça délivre une intensité juste à la sortie de notre circuit de 6,9 mA. Donc pour résoudre un circuit électrique, les premières choses à faire, c'est repérer les nœuds et les mailles. Et une fois que vous avez repéré les nœuds et les mailles, c'est appliquer les lois des nœuds et les lois des mailles. D'accord? Voilà.
fois. Alors, là, dans l'énoncé, on a des lettres qui sont données A, B, C, D, E, qui ne correspondent pas forcément à des nœuds, mais à des points du circuit. Hein, on a seulement deux nœuds qui sont D et E, mais les points A, B et C, ce sont des points du circuit. Pas forcément de s'en servir, mais ce sont les notations. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder nos mailles. Là, j'ai une maille 1, là, j'ai une maille 2, et j'ai la maille 3, c'est comme ça. Il arrive au nœud D, et il se sépare en I2, I3. Je ne sais pas si je vais en avoir besoin, hein, peut-être que je n'en aurai pas besoin, mais je note tout dans ma salle. Et après, j'applique mes lois. Donc, loi des nœuds. En D, ça va être I est égal à I2 plus I3. Soit. Tiens, et puis on va dire calculer la valeur de R et l'intensité qui la traverse. C'est un peu plus dur qu'entre les deux. Ensuite, maintenant je fais. Alors, si j'applique la loi des nœuds en E, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que je dois le faire? Ça me donnerait quoi? La loi des nœuds au point E. Exactement, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que en E, j'ai I3 qui arrive, I2 qui arrive. Donc ça me fait I2 plus I3. Et qu'est-ce qui ressort? C'est l'intensité qu'il y a dans ce fil. Qu'est-ce qu'il y a dans ce fil? Ah, il y a I. Parce que dans un seul fil, l'intensité est toujours la même. Donc voilà, là on avait noté I est égal à I2 plus I3. Là on note I2 plus I3 est égal à I. C'est exactement. Donc en fait, ça n'arrête pas. Donc maintenant on passe à la loi des mailles. Maille 1, maille 2, maille 3. Dans la maille 1, qu'est-ce que j'écris? Je pars de mon point A, j'ai E, plus. Ensuite, qu'est-ce que j'écris? Moins quoi? Là, je vais j'ai 1, là, j'ai U, là, j'ai U2. Donc, j'ai E moins U1, moins U, égale à 0. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette première équation? Des questions ou pas pour cette première équation de la loi des mailles? Il vient d'où le U? Le U, c'est la tension aux bornes de la résistance que je recherche. Comme ça, je l'ai appelé. Tu auras pu l'appeler autrement. Je l'ai appelé UR. Alors ensuite, deuxième maille. On part du point E, et puis on va tourner comme ça. Ben là, qu'est-ce qu'on a? On va avoir U moins U2 égale 0. Bon, ben là, on en dit tout de suite que U est égal à U2. Pas mal. Et ensuite, on a la troisième maille. On va avoir E moins U1 moins U2 est égal à 0.
Et on n'oublie pas qu'on a des conducteurs en outil. Donc en fait, ce qui va nous intéresser, c'est de calculer R. On va prendre enfin. Ce que l'on peut écrire de la 1, c'est que E c'est égal à R1 I, que je connais, plus U et I, c'est R fois I3. D'accord? De la 2, j'ai U qui est égal à I2, ça va me faire... On va noter, on ne sait jamais, ça peut servir. Ça va avoir R fois I3, c'est égal à R2 fois I2. Et de la 3, ça revient un peu au même, hein. Je vais pouvoir écrire E, c'est égal à R1 I plus R2 fois I2. Voilà toutes les équations que je peux écrire sur mon circuit. Ok, voilà ce que j'ai. Alors je suis obligé de d'effacer en haut, comme ça je laisse le circuit toujours sur ma gauche. Je peux effacer là, cette partie. Alors le but c'est de manipuler toutes ces équations pour trouver R. Alors R il est là, et c'est tout. Donc E je le connais, R1 je le connais, I je le connais, mais je ne connais pas I3. Par contre I3, je peux l'exprimer en fonction de I2. Il y a R dedans. Donc je pourrais dire que R de I2, ça revient à cette équation. Et I2 je ne l'ai pas. Mais I2, je peux l'avoir en fonction de I et de I3. Donc il faut trouver, il faut manipuler tout ça de façon à tout faire disparaître. Et avoir une équation pour R. Comment est-ce qu'on va faire? En fait, les effacer là, c'est juste noter ensuite mes valeurs pour moi. Une bonne. Voilà. Donc maintenant, c'est plus que des maths, hein. C'est de trouver, avec toutes les équations qu'on a, trouver comment arranger tout ça. Alors là, c'est pas l'idée, en fait, je vous dis. Si. Ce qui m'intéresse, c'était de trouver I2. I2. Ah, on a presque... Non, c'est I3 sur mon schéma, là. C'est quoi? C'est I2 ou I3 qui traverse Nanterre? I3, d'accord. Donc, il faut trouver I3. Donc, je vais déjà essayer d'exprimer I2 en fonction de I et I3, ça fait I moins I3. Première chose, ça c'est de la loi des nœuds. Ensuite, ce que l'on peut faire, c'est insérer cette équation là-dedans, dans la 1. Donc, pardon. Dans la 3. Je vais l'insérer dans la 3. Je vais donc avoir E égale R1 I plus R2 facteur de I moins I3. Alors, est-ce que c'est intéressant ce que je fais là? Et non, c'est pas intéressant. Puisque j'ai mon R qui a disparu. C'est un peu comment j'avais fait. On va le retrouver. On va faire un demi-3. Oui. De là, je vais obtenir I3. Et de I3, je vais pouvoir obtenir I2. Et si j'ai I3 et 2, je vais pouvoir trouver R. Bon, on va le faire comme ça. Très bien. Donc, je vais calculer I3. Ça va me donner E égale R1 I
plus R2i moins R2i3. Qui me permet de dire que i3, alors attention, je vais y aller plus lentement, sinon ça va vous perdre. R2 i3 est égal. Donc ça, je suis passé de ce côté. Je peux factoriser par i. I facteur de R1 plus R2 et je soustrais E. Donc i3 est égal à i R1 plus R2 moins E de tout sur R2. On va finir là. Ouais, bah j'essaie de finir à temps. Donc I3 est égal. I, ça vaut 6,9 mA. Je le laisse en mA, mon résultat sera ah non, je peux pas. Donc ça fait 6,9 moins 3 multiplié par R1 plus R2, 470 plus 470, moins E, moins 5, divisé par 470. Et on calcule ça. Donc ça fait 6,9 moins 3, divisé par 470 fois 2, moins 5, divisé par 470. Et je trouve que I3 est égal à 3,2 milliampères. En fait, on a tout. Puisque j'ai I3, je peux avoir aussi I2. I2 c'est égal à I moins I3. I c'était du 6,9, donc moins I3, 3,2. Ça nous donne du 3,7 milliampères. Donc j'ai I3, j'ai I2, j'ai R2, donc je peux trouver R de la deuxième équation. Je peux dire que R est égal à R2 fois I2 divisé par 3. Ça, l'équation qui va me permettre de calculer la valeur de la résistance. Et j'ai donc R est égal à 170 fois I2 3,7 sur I3 3,2. Et on a comme ça la résistance. Donc 470 fois 3,7 divisé par 3,2. 543. On ne peut pas respecter les chiffres multipliés. Voilà. Bon, ça c'est un exercice typique second. D'accord? Chose que vous allez faire l'an prochain, l'année dernière, et qu'on fait, que vous n'avez pas fait, donc je revois un petit peu avec vous quand même. Alors je coupe l'enregistrement.